Le soleil va s'éteindre. Dans 5 milliards d'années, il gonflera en une géante rouge, avalera Mercure, Vénus et peut-être la Terre, avant de s'effondrer en une naine blanche. Tout ce que nous avons bâti disparaîtra. Nos empires et nos bidonvilles, nos cathédrales et nos rêves. Alors, si l'art devait sauver le monde, qu'il se presse. Mais au fond, que prétend-il être? Est-il une arme ou une berceuse, un vent qui renverse ou une brise qui caresse? Il est une note suspendue dans l'écho du silence, un pinceau tremblant devant l'éternité. Et sauver le monde, qu'est-ce que cela signifie? Effacer les guerres d'un coup de plume, réparer les cœurs brisés d'un coup de pinceau? L'art peut-il être plus qu'un mirage? Peut-il être un miracle? On dit que l'art change les âmes. Soit, mais change-t-il... Mais change-t-il les lois? Change-t-il le prix du pain ou la dureté du bitume sous les pieds? La rouille des chaînes qui entravent les destins? Prenons un monde. Nous sommes confrontés à énormément d'inégalités. Des injustices sociales, économiques ou encore écologiques. L'art peut-il vraiment répondre à toutes ces problématiques? Nous sommes en Afrique du Sud, 1948, le pays du blanc et du noir. Et entre les deux, une frontière invisible, l'infranchissable. Dans ce monde empreint d'injustice, un livre paraît, une saison blanche et sèche d'André Brink. Il brûle les consciences, il griffe les certitudes. On le lit en cachette, les yeux écarquillés dans la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. L'injustice s'y déploie, comme une plaie béante, et l'auteur y crie, impardonnable. Et alors? Si l'art sauve le monde, alors pourquoi l'apartheid n'a-t-il pas chuté au premier chapitre? Pourquoi a-t-il fallu des années de lutte, de cris, de sang et de cendres? Si l'art triomphe toujours, pourquoi le racisme n'a-t-il pas disparu? Pourquoi, bien après la chute de l'apartheid, les inégalités continuent-elles d'empoisonner l'horizon? Regardez ce garçon là-bas, assis sur le seuil d'une maison craquelée par les dents. Il trouve ce livre, il le serre contre lui, comme on serre un rêve trop fragile. Il s'accroche aux mots, comme un naufragé à une planche de bois. Mais dehors, le monde ne l'attend pas. La poussière ne se transforme pas en or. La faim ne se rassasie pas de belles phrases. Et ce garçon comprend alors. Le livre est une étoile, mais il ne chasse pas la nuit. Si l'art avait ce pouvoir de sauveur, nous devrions le voir partout, dans tous les mondes. Dans le monde politique, économique, écologique. L'art ne soulève pas les révolutions. Il inspire peut-être, mais il ne les mène pas. Alors, l'art ne sauvera peut-être pas le monde, mais il l'illumine. Il ne change pas, mais il l'enchante. Il ne le sauve pas, mais il le sublime. Alors non, l'art ne sauvera pas le monde. Mais peut-être qu'il sauvera ceux qui veulent le sauver. Et c'est déjà beau. Mantra, tu nous as dit que l'art ne changeait pas le monde, mais est-ce que tu nous as également dit dans ton discours que ça n'allait pas le changer. Et donc, en quoi est-ce que sublimer le monde, ce n'est pas le changer? En gros, qu'est-ce que... On a le droit de... Ah, En fait, pour toi, comment tu définis sauver le monde? super. En fait, c'est pas ça. Ah oui, non. En fait, est-ce que sauver le monde, c'est... Imaginons par exemple, ce livre dont j'ai parlé, il a aidé à l'avancée de l'apartheid. Ça reste un livre concret, ça reste une œuvre d'art. Mais est-ce que, une fois que l'apartheid a été condamné, le racisme s'est arrêté? En fait, il y a tellement d'idéologies et de choses abstraites qu'une œuvre ne peut pas sauver, en fait. Par exemple, tant qu'il y aura des humains et que le monde continuera de changer, il y aura toujours du racisme. On ne peut pas combattre une idéologie, par exemple, avec quelque chose de concret. Et de la même manière, en fait, le monde, de par sa définition, c'est quelque chose qui va continuer de changer. En fait, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Donc, à partir du moment où on déclare qu'une œuvre peut réussir à sauver le monde, donc, on implique qu'il sera figé dans une situation idéale, ce qui n'est pas le cas parce que de par sa définition, le monde continue de bouger, en fait. Donc, si on ne serait-ce que de par sa définition, le monde ne peut pas être figé. Et donc, c'est pas l'art qui peut sauver le monde. Comme
le racisme par exemple, qui ont tué des systèmes de la tombe. Est-ce qu'on peut proposer une question Ah, une deuxième? Oui. C'est entre une et deux, donc c'est Bah, si personne n'en veut, Vas-y. moi je veux bien. Mais déjà, merci pour ce discours, il était très très beau. Mais je me pose la question, en quoi le sphinx et les hiéroglyphes n'ont pas sauvé le monde égyptien jusqu'à nos jours? Tu peux répéter ta question, c'est pas sûr. En quoi le sphinx et les hiéroglyphes n'ont pas sauvé le monde égyptien antique jusqu'à nos jours? Parce que le monde, comment dire, le monde, le monde égyptien, Ouais. ça reste un monde. D'accord? Mais ce n'est pas le monde. Je sais que c'est un peu, ça paraît un peu pragmatique de dire ça, mais dire que le monde égyptien, certainement eux croyaient que c'était leur monde, parce que leur monde à eux c'était le monde, mais si on reste pragmatique, ça reste un monde, pas le monde. Un Premier ministre. C'est la réalité de certains pays. Les partis ne se mettant pas d'accord. Le gouvernement est changé souvent, trop souvent. Le peuple n'est pas juste pas content de l'instabilité politique, il est terrifié, il est horrifié de ne pas obtenir ce qu'il veut. Alors, il descend dans les rues, bloque les ronds-points, bloque les autoroutes, met des gilets roses. La recherche et mise en œuvre du bien commun, fondement de la politique, est mise en péril. Ainsi, avoir des ennemis, est-ce le principe de la politique? À la définition d'ennemi, qui est d'être opposé par la haine, de vouloir du mal à quelqu'un, je poserai la définition d'adversaire, qui est d'être opposé à une autre personne dans un jeu. La politique, vous me l'accorderez, est plus un jeu, un théâtre, des intrigues, qu'un combat physiquement violent. D'ailleurs, la politique sert à éviter qu'on se tape dessus et favorise le dialogue. Considérer son adversaire comme son ennemi nuirait à la confrontation des idées. Les ennemis ne considèrent pas rechercher le bien commun ensemble, mais le bien de leur côté. Des adversaires politiques, malgré leur vision différente du bien commun, sont d'accord pour dire que leurs objectifs sont les mêmes. Avant la Révolution française, il y avait des discussions entre le clergé, les nobles et le tiers-état. Mais dès lors que le tiers-état a été refusé aux discussions, il s'est constitué comme ennemi à la royauté. D'où la scène du jeu de paume et les violences qui en découlaient. Faire de la politique ne vous coûtera pas votre vie, plus encore si vous n'avez pas d'ennemis. Faire la guerre, si. En supposant que avoir des ennemis est un principe de la politique, ainsi il ne serait pas possible de faire de la politique sans ennemis. Ainsi, il faudrait simplement un exemple où il n'y a pas d'ennemis en politique pour montrer que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas un principe. Lors des 30 Glorieuses, le tiers-état a connu peu de remous, peu d'ennemis politiques, et tous étaient tournés vers la croissance économique. Ils étaient tous d'accord pour dire que c'était un objectif commun. Encore aujourd'hui, peu de partis prônent justement la décroissance, tellement ça les a soudés à l'époque.
si le tiers-État a déjà eu aucun ennemi et que la politique n'est qu'intrigue, avoir des ennemis n'est pas un principe de la politique. Éloi, si je suis dans un régime totalitaire, en quoi ça ne serait pas valable de nommer le dictateur comme un ennemi? C'est une bonne question. Je réfléchis. Pas de soucis. Dans un régime totalitaire, je dirais que, certes, il y a souvent des partis uniques, mais par exemple en URSS, cette place était souvent trustée par les autres, et plus encore, il y avait même différents idéaux, différentes idées politiques se combattant dans le parti même pour y accéder. Et dans ce cadre-là, ils étaient tous adversaires et non pas ennemis. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, merci pour ce discours. En quoi la guerre, qui est un combat entre ennemis, n'est pas la politique par les armes, comme le disait Louis XIV? La guerre entre ethnies, par exemple, entre différents États, c'est lorsque la politique a échoué, lorsque les débats n'ont pas mené fin à trouver au final la paix. Parce que aboutir à la guerre, c'est une négation directe du bien commun. Le désir est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de préserver dans son être, affirme Spinoza. Cette citation nous montre que le désir n'est pas uniquement une recherche matérielle, mais plutôt le fond de notre être, ce qui nous anime. Tout comme le souffle vital donne vie au corps, le désir donne vie à nos rêves et nous pousse à combler nos manques. Il se présente d'abord comme un mouvement, une impulsion naturelle qui nous incite à vouloir atteindre un but, à conquérir ce qui peut nous apporter satisfaction. Ensuite, il apparaît comme une force psychologique orientant nos actions vers un but, vers un objet ou un rêve. Enfin, il se déploie dans l'imaginaire, nous permettant d'aller au-delà de ce que la réalité immédiate nous offre en projetant nos aspirations dans l'avenir. Le désir est cette force intérieure qui nous permet d'imaginer, de créer et de nous dépasser. Dès notre plus jeune âge, nous sommes animés par la soif de découvrir, d'apprendre et de créer des liens avec les autres. Qui n'a jamais ressenti ce besoin inextricable d'explorer et de mieux comprendre le monde? Le désir nourrit nos ambitions et nous pousse à évoluer de façon individuelle ou collective. Imaginez un instant que l'être humain soit dépourvu de désir. Il ne saurait plus comment rêver, il ne verrait donc plus l'intérêt de travailler, d'innover ou même plus largement l'intérêt de la vie elle-même. Privé de cette force intérieure qui le pousse à avancer, il sombrerait dans une monotonie écrasante où chaque jour se répéterait sans but ni espoir d'un avenir meilleur. C'est à ce moment qu'il serait entraîné dans une spirale infinie dont il ne pourrait en sortir. Même si le désir pousse parfois l'homme à être désespéré, malheureux ou encore frustré, c'est également lui qui donne à l'homme un objectif à poursuivre. Il demeure avant tout le garant de notre capacité à imaginer un lendemain qui sera différent. En ce sens, dire que l'on pourrait ne rien désirer revient à renier le fondement même de notre existence. Peut-on réellement ne rien désirer? Se libérer de ces envies qui nous entourent, qui perturbent notre esprit et qui paradoxalement nous incitent à lutter, à poursuivre nos rêves ou simplement à rêver? Le désir semble être une force inévitable, un élan qui nous pousse vers quelque chose qui nous échappe pour le moment.
n'est-il pas contradictoire de vouloir ne rien désirer alors que ce souhait est en lui-même une forme de désir? En essayant de nous débarrasser de nos envies, nous espérons atteindre un calme total, un idéal de tranquillité qui, au fond, reste lui-même un désir profond. Cette contradiction nous montre que le désir fait partie intégrante de notre nature humaine. Même en cherchant à nous détacher de nos envies et de nous libérer des attachements matériels ou émotionnels, nous ne faisons que substituer un ensemble de désirs par un autre, celui du détachement ou de la paix intérieure. Nous croyons fuir le désir, mais nous ne faisons que le transformer, lui donner tout simplement une autre forme. Ainsi, le désir ne peut jamais réellement disparaître sans se contredire. Il est vrai que certains désirs peuvent être la source de souffrance, de mal-être, mais lorsqu'un désir devient incontrôlable ou qu'il nous obsède, il peut nous laisser pour toujours insatisfaits. Pourtant, la solution n'est pas de les supprimer entièrement, car ils sont une partie essentielle de notre nature humaine. Au contraire, il faut apprendre à mieux les comprendre et à les diriger vers les objectifs qui nous aident réellement à grandir et à nous épanouir. Il faut alors être capable de différencier les désirs qui nous apportent ce sentiment de satisfaction avec les désirs qui ne font que nourrir des frustrations passagères. Renoncer à tout désir reviendrait à éteindre cette flamme intérieure qui nous pousse à avancer. Ce n'est pas en supprimant nos envies que nous trouvons le bonheur, mais en apprenant à les canaliser pour qu'elles servent à un but plus grand que de simples plaisirs éphémères. Ainsi, plutôt que de chercher à ne plus rien désirer, il serait plus juste d'apprendre à désirer avec justesse. Nous devons choisir des aspirations qui donnent du sens à notre existence, qui nous élèvent et nous permettent de contribuer au bonheur des autres et de nous-mêmes. En conclusion, le désir est une force essentielle à l'existence humaine. Il donne à l'homme un but, l'incite à découvrir, à évoluer et à façonner son avenir. Sans lui, la vie sombrerait dans la monotonie privée de sens. Toutefois, le désir peut être source de souffrance lorsqu'il devient incontrôlable. Mais vouloir ne plus rien désirer est en soi un désir, révélant ainsi son caractère inévitable. Plutôt que de le supprimer, il faut apprendre à l'orienter vers des aspirations profondes et enrichissantes. Finalement, le désir est indissociable de l'homme. Il est cette flamme intérieure qui l'anime, le pousse à rêver et à donner un sens à son existence. Le désir est donc en soi l'essence même de l'homme. Question à te poser. Une personne qui est dans le coma n'a plus d'objectif, même plus de pensée, et pourtant elle respire et son cœur bat toujours. Et est-ce que donc, en quoi est-ce que cette personne ne peut pas vivre? Elle peut toujours avoir le désir de se réveiller et même dans le coma, on ne sait pas vraiment si elle peut toujours rêver ou on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête quand quelqu'un est dans le coma, ce qui n'empêche que cette personne peut toujours avoir un désir, même en étant dans le coma, donc vouloir vivre. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre Moi question? j'en ai une. Vas-y. Ouais. Alors, bonsoir. Merci pour ton discours. J'ai une question qui est un petit peu dans le même registre, mais moi, la personne n'est pas dans le coma. T'en fais pas. En quoi ne peut-on pas vivre sans monotonie? Puisque tu as dit que si on vivait, enfin dans l'hypothèse on vivait sans désir, on vivait des jours monotones. Si les jours se répètent, s'ils sont du coup toujours les mêmes, au final, on a un peu ce sentiment de ne pas faire avancer, de ne pas vraiment avancer dans la vie ou ce sentiment de ne pas réaliser quelque chose dans le moment même et ce qui peut rendre la personne, ce qui peut la rendre en dépression et ce sentiment peut ne pas permettre à cette personne de vivre pleinement sa vie
et donc de ne pas avoir ce sentiment de vivre sa vie comme elle l'entend. Merci. L'amour est un murmure au creux de l'oreille, une promesse chuchotée sous la lune claire, un frisson qui enlace, un sentiment qui enchaîne, un feu qui réchauffe autant qu'il consume. Mais surtout, l'amour est un concept qui nous est vital. Manipuler, ce n'est pas forcément tromper, ruser ou duper. Manipuler, c'est influencer, façonner, amener l'autre à voir le monde à travers nos yeux. C'est ajuster les fils d'un équilibre fragile, jouer avec les ombres et les lumières d'un sentiment que l'on voudrait éternel. Et si vous pensez que l'amour échappe à cette mécanique, alors vous vous bercez d'illusions. Ne nous voilons pas la face. L'amour, ce n'est pas que deux âmes qui s'unissent dans une symphonie parfaite. L'amour, c'est un champ de bataille, c'est un duel silencieux, où chacun cherche à amener l'autre dans son univers, à le façonner. C'est un jeu subtil, où les pions avancent sans un bruit, où les règles sont implicites, où chacun veut tirer l'autre vers lui, l'attirer dans son orbite. Vous ne me croyez pas, mais regardez autour de vous. Regardez comment, dès les premiers instants, l'amour tisse sa toile. On cherche à séduire, à plaire, à façonner une version de soi qui captera l'autre. On feint souvent la différence pour susciter le désir. On exagère ses qualités et on gomme ses défauts. Est-ce un acte de sincérité ou bien déjà une mise en scène savamment orchestrée? Nous manipulons parfois sans même le savoir, parce que nous voulons que l'autre nous aime autant que nous l'aimons, parce que nous voulons qu'il nous regarde d'une certaine manière, parce que nous voulons qu'il reste. Même quand on ne cherche pas à contrôler, on influence. Et cette influence, c'est déjà une forme de manipulation. Lorsque l'amour s'installe, lorsqu'il devient ce lien indéfectible qui nous enchaîne, la manipulation est plus que présente. Elle devient plus douce, plus insidieuse. On fait des concessions, on arrondit les angles, on module ses rêves pour qu'ils s'emboîtent parfaitement dans ceux de l'autre. On oriente, on suggère. On guide l'autre vers un nous qui nous arrange et qui nous rassure. Bien sûr, toute interaction est une forme d'influence, mais l'amour, c'est différent. L'amour nous pousse à aller plus loin que n'importe quelle autre relation. Il nous fait dépasser nos limites, parfois nous trahir nous-mêmes. Il nous pousse à des sacrifices qu'aucune autre relation ne nous impose. Ce n'est pas juste une influence, c'est un remodelage profond, intime, auquel on consent sans même le voir. Voilà pourquoi l'amour est unique. Mais alors, est-ce mal? Devons-nous condamner cette manipulation omniprésente? Laissez-moi vous parler d'Inception. Dans ce film, on a un homme qui s'immisce dans les rêves de quelqu'un pour y planter une idée. Une idée qui germera lentement et qui grandira jusqu'à devenir une conviction profonde. Voilà ce qu'est l'amour, une inception mutuelle, une graine que l'on dépose dans l'esprit de l'autre, parfois consciemment, souvent inconsciemment. Manipuler n'est pas forcément mentir, manipuler n'est pas forcément dominer, manipuler c'est influencer, et influencer c'est exister à travers l'autre. L'amour n'a pas besoin d'être pur et absolu pour être beau, il est ce qu'il est. Un jeu d'équilibre, un échange de force, une danse où chacun, tour à tour, guide et se laisse guider. Seulement voilà, il peut être aussi un piège. Parce qu'aimer, c'est donner à l'autre un pouvoir immense. Le pouvoir de nous modeler, de nous posséder, de nous briser. Il y a la manipulation douce, celle qui unit, et il y a celle qui enferme. L'amour peut être le plus beau des mensonges, mais il peut aussi être la plus cruelle des prisons. Et si vous en doutez, rappelez-vous ces histoires où l'amour devient une cage dorée, où l'un finit par exister à travers l'autre, à se perdre dans son regard au point d'oublier le sien, où les désirs d'hier deviennent des obligations silencieuses, où l'on cède plus qu'on ne partage, où l'on s'abandonne plus qu'on ne s'épanouit. Et même celui qui aime son retour espère, d'une manière ou d'une autre, être vu. Il change, il se modèle, dans l'espoir que peut-être un jour l'autre se retournera. Même sans parole, même sans geste, l'amour cherche toujours une place. Même solitaire, il manipule en silence. Et pourtant, personne ne veut fuir l'amour. Parce que même en sachant qu'il nous transforme, qu'il nous modèle et qu'il nous manipule, nous sommes prêts à nous y abandonner. Nous sommes prêts à sacrifier une part de nous-mêmes pour cette illusion magnifique. Alors oui, l'amour est la plus grande des manipulations, mais plutôt que d'y voir un piège, pourquoi ne pas y voir une œuvre d'art? Un jeu de nuances, un équilibre fragile, une alchimie où chacun cherche l'autre, le touche, le façonne, mais sans jamais l'enfermer. L'amour manipule, oui. Et alors?
Peut-être est-ce la seule manipulation qu'on aime et dont on ne voudra jamais se passer. Dieu est amour. Est-ce que la relation que tout croyant partage avec lui est manipulatoire? Il est bon. Ça peut être une forme de manipulation dans le sens où finalement tout ce qui touche à la religion, on cherche à amener quelqu'un vers des idéologies déjà existantes. Donc à partir de ce moment-là, Dieu nous amène vers lui, on s'en rend compte, on s'en rend pas compte forcément. Donc oui, c'est de la manipulation positive, peut-être pas, c'est de la manipulation. Est-ce que quelqu'un en a une autre? Bah moi j'en ai une, mais si t'en as une, tu peux. Vas-y. Ok. Ah, je retrouve la question. Bonsoir, merci pour ton discours, qui m'a beaucoup plu. Justement, du coup, j'ai une question, tellement ça m'a plu. Alors, tu as dit à un moment donné que quand on aime quelqu'un, on lui donne, enfin dans une relation, on lui donne du pouvoir. Si on lui donne du pouvoir et que derrière on finit enfermé, comme ça peut l'être avec l'amour, ça voudrait dire que le pouvoir qu'on lui a donné, on l'a donné malgré nous. Mais en quoi ça reste de la manipulation si on lui donne quelque chose sur lequel finalement on n'a aucune emprise? Alors, ce qu'on lui donne comme pouvoir, on le fait malgré nous. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de ce pouvoir qu'on donne à cette personne-là. La personne peut nous manipuler sans même savoir elle-même. En fait, dans une relation amoureuse, l'autre cherche à amener l'autre là où il veut. Mais en réalité, ça reste toujours de la manipulation, comme dans toute relation où il y a de l'amour qui réside, puisque c'est un modelage. Rien que dans les concessions, finalement. Merci. Il est 6h du matin. Mon réveil sonne. Je m'extirpe de mon lit avec le plus grand mal. Je me regarde dans la classe et je vois un mort vivant. À 7h, je prends le métro. J'arrive à peine à respirer à cause de cette horde de morts vivants qui s'agglutinent dans un métro au bord de l'explosion. J'arrive enfin à mon boulot où je fais un travail inhumain pour une poignée d'argent avec lequel j'essaye de vivre. C'est ça, le travail. Produire. Être utile à une entreprise qui ne connaît même pas ton nom. Nous sommes réduits à de simples machines à produire plus d'argent sans jamais en toucher la moitié. Comment pouvons-nous trouver le bonheur en étant esclaves? En effet, de nos jours, le travail est synonyme d'utilité dans notre société. Car si tu ne travailles pas, tu es inutile. Mais vous me répondrez que l'on peut trouver du bonheur dans son travail, n'est-ce pas? Vous êtes heureux d'être une machine à écrire? Je ne pense pas. Car le bonheur n'est pas égal à l'utilité d'un individu. Car si c'était le cas, les gens qui travailleraient dans des abattoirs seraient aux anges à l'idée de tuer inlassablement des milliers de vaches et de porcs qui servent de nourriture à des millions de gens. Bien évidemment que non. Parce que le bonheur, c'est l'oisiveté et les loisirs. Le bonheur n'a pas pour vocation de produire quoi que ce soit, si ce n'est le plaisir. De plus, le travail isole les gens. En effet, dans un bureau, tu es face à ton ordinateur, entouré de murs qui séparent chaque bureau. Imaginons Fred, qui normalement est plein de vie, arrive à son travaille devant son ordinateur, tape des lignes de code à ne plus savoir qu'en faire, enfermé entre deux murs, telle une prison. Il en oublierait presque comment s'exprimer. Je ne pense pas que le bonheur
et dans le travail, car justement, le bonheur est lié aux relations que tu tisses avec les gens qui t'entourent, avec les expériences que vous partagez. Car le bonheur, c'est avant tout le partage. Enfin, si nous devons rassembler ce que nous avons dit, on peut dire que le travail utile et le bonheur sont diamétralement décorrélés, et que le travail isole les individus. Ainsi, comment pouvons-nous encore lier le travail et le bonheur alors que celui-ci est la source même du malheur? Si du coup pour toi, le bonheur c'est entre autres l'oisiveté, pourquoi est-ce que ceux qui travaillent en tant que testeurs de matelas ne sont pas les plus heureux du monde? Qui te dit qu'ils ne sont pas heureux de leur métier? En effet, tester des matelas peut être amusant. Donc, c'est une activité oisive, dans un sens. Donc, même si c'est leur travail, c'est aussi leur loisir. Donc, ils peuvent trouver du bonheur dans ça. Monsieur, est-ce que la source du malheur, ce n'est pas plutôt les gens comme vous qui considèrent qu'on ne peut pas être heureux chez soi avec un livre plutôt que de parler à des connards dehors? Eh bien, je pense que chacun a son bonheur, a sa perception du bonheur en tout cas. Et si ton bonheur c'est de travailler chez toi tout seul, à ta guise, mais en général, pour la plupart des gens, être heureux, ça implique des relations avec d'autres personnes. Bonjour à tous. Pour retranscrire ces termes de la question, je vais l'aborder d'une autre manière. En quelques mots, la souffrance est-elle une fatalité à partager, paradoxe de la liberté, nécessaire pour transcender son essence et pouvoir évaluer sa pensée? Qu'est-ce que signifie souffrir? Souffrir, ça peut être spirituel, ça peut être physique, corporel. L'un dépend sur l'autre, et vice-versa. Cocktail ressenti entre amour, haine et tristesse, nous verrons alors la souffrance comme un sentiment exacerbé. Il est relatif à chacun. Je ne souffre que si je le sais. Et pourtant, j'en suis dépendant. Dépendant autant induit que fortuit, imposable comme un art, naissant du chaos, exubération de la torture. Il est aussi obligeant, comme un impôt qui, pour le dire en quelques mots économiques, un besoin inassouvi pourrait, d'une autre manière, permettre la santé de l'autre. Dans son ensemble, on va traiter maintenant de la vie. Je vais vous parler de la vie dans son ensemble, la vie de la naissance à la mort. Cette liberté qui est acquise à la naissance n'est-elle pas synonyme de liberté? La liberté, c'est tout autant le fait de pouvoir profiter de la joie, mais aussi de la tristesse, de la mélancolie. Donc cette envie qui est plus puissante que nous, que notre essence pourrait nous paraître comme essentiel à un objectif de vie, transmettre la naissance, c'est alors synonyme de souffrance, de transmission de la mort tout autant que du plaisir, de la souffrance tout autant que de la joie. Donc maintenant qu'on a cette possession de la liberté acquise à la naissance, on peut aussi la faire transcender par les arts, comme on l'a vu il y a les arts, c'est une intégration, une expression des sentiments
qui donc n'a pas été transcendé par une œuvre d'art, une musique, une pièce de théâtre, un dessin. L'artiste qui, lui, accepte et rejette les travers de la société. Qui permet à chacun peut-être de nous guider dans une forme de sens, soit spirituel ou matériel. D'une autre manière, cette grande phrase qui est bien que simple en chemin, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Quel plaisir pour certains de profiter d'un bon steak haché, de quelque chose de si simple et pourtant qui a coûté la vie à un animal. Est-ce que ici on ne retrouve pas un exemple de cette philosophie bien que facile? Donc pour conclure, je dirais que la philosophie de la souffrance, c'est comme une ligne directrice du temps marquée dans nos vies, dont l'accent de l'âme surpasse la raison. L'expression de la souffrance nous évoque un poids intérieur, une forme d'expression de celle-ci témoigne d'une lâcheté face à la vie, disons. Comme David contre Goliath, on peut parler du sophisme. Voilà, bon, voilà. Dépend de la philosophie personnelle. Si l'un peut permettre de soulager un poids, d'une autre manière, l'intégrer peut aussi à la fois permettre de l'améliorer en son sein et de le faire grandir. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. J'ai plus la phrase, mais en gros, la seule chose dont on est certain, c'est qu'on existe nous-mêmes. Alors, à ce moment-là, quel est le problème de faire souffrir des gens dont on n'aime pas certains l'existence? On va retrouver là une forme de morale. Est-ce que la morale est subjective? Est-ce que tu penses qu'une forme d'autoritarisme serait bon pour guider les morales? Est-ce que dans ce cas-là, on a un sens commun à nos vies? Dans ce cas-là, est-ce que c'est l'argent, le bénéfice? Moi, par exemple, je dirais que la tristesse, c'est quelque chose aussi. Puis 3. Dans une ville d'été, sable et mer, ou une ville plutôt détestable et amère, encore, il faut retourner là-bas. Encore un shot, puis 2, puis 3. Les verres se cognent, le verre sonne, verre de tes yeux ne quitte pas la bouteille à laquelle tu t'abandonnes. Encore un cri, puis 2, puis 3. Valoir 3 fils ne suffit pas, c'est dans le jardin que je me cache, c'est avec tes 2 mains que tu te fâches. Encore une larme, puis 2, puis 3. Elle te tend sa main et te berce de sa voix, mais toi tu n'écoutes pas, et dans ton sourd, tu infliges la haine à ton unique amour. Encore moi, encore elle, encore moi, encore toi, c'est à qui fera porter le plus haut sa voix. Mais une voix est sans issue si celui qui la reçoit reste sourd comme un mur et sûr de sa loi. Tu parles, tu parles, tu parles, tu ne t'entends même pas. Tu cries, tu hurles, tu fais rugir ta voix. Mais ta peau éclate, je t'entends, mais dans ta fureur, tes yeux rouges me blâment. Ô toi, ma fille, toi, mon pilier, ô toi qui aurais pu être un fils plutôt qu'une entêtée, j'ai prié le ciel de me donner un homme, mais tout ce qu'il a trouvé de mieux, c'était une jeune qui m'assomme. Mais alors, ne sens-tu pas sous tes pieds la terre gronder quand je te prends à me manquer de respect? Si jamais tu oses revenir encore devant moi plaider, tu auras pour seule réponse que cet unique soufflet. Une dure sentence, un bruit voilé. Sous mes pieds, la terre a bel et bien tremblé. Silence brisé par le son de mes larmes, de ton geste tu ne regrettes rien, et pourtant tu t'éloignes. Mais là, je m'aperçois très vite que mon chagrin disparaît. Il est balayé par un sentiment bien plus grand, un sentiment qui me brûle, un sentiment qui me ronge, un sentiment plus fort que la colère et plus malsain que la rage. La haine. Elle s'infiltre dans mon corps, elle me serre les muscles, elle m'écrase la poitrine. Je veux crier, je veux hurler, je veux faire entendre ma voix,
mais ma gorge est nouée, et aucun son ne sort. Alors, c'est comme un parasite, que je laisse ta haine s'accrocher à moi et me prendre tout entière. Parce que la haine, quand elle est infligée, est pire qu'une maladie. Elle nous contamine, elle se glisse dans nos pensées. Je me prends à t'imaginer souffrir, et tout ce que je pourrais te faire endurer. Elle change notre façon de parler et aveugle notre vue. La haine nous transforme jusqu'à devenir ce que nous avons détesté. On veut s'en débarrasser, alors on la balance à droite, à gauche, mais la haine ne nous quitte pas, au contraire, elle grandit. Et puis seulement après, elle se propage, et alors il suffit d'un mot ou d'un geste, parfois d'un seul regard, pour que la haine subsiste et ravage tout sur son passage. Alors va au diable, ton tonnerre était injuste, et c'est à moi, l'innocente, qu'on doit récolter les éclairs. Pourtant, tout ce que j'ai trouvé là, c'est le fruit d'une haine qui ne m'appartient même pas. Alors, je m'assieds sur le sol, et j'écoute mon silence. Et sur le sol s'avance un petit être curieux. Une araignée s'approche, me regarde de ses petits yeux. Elle se présente, l'empathique, et m'adresse une confidence. « Tu sais, me dit l'araignée, je passe des jours sur mes toiles à tricoter. Moi seule comprends le vrai labeur qui se cache derrière ces toiles de bonheur. Moi seule, je connais, poursuit l'araignée, la force que possède un humain. Je sais qu'il suffit d'un seul coup de main pour briser les liens tissés par mes soins. » Alors l'araignée, le moteur, la bouteille, la ville d'or, le soufflet, la mer froide, le souffle de l'air, en père, ta sœur, sa fille, la mère, au final c'est à l'araignée que revient la parole d'or. Mais elle aussi s'éloigne. Et alors, que reste-t-il? Moi, la haine, le silence et un fil, un corps déchiré de cette éternelle colère qui n'est plus un corps mais rien qu'un champ de guerre. Alors je repense à l'altruiste araignée qui passe des jours sur ses toiles à tisser. Elle sait qu'un seul geste peut tout briser, mais qu'il suffit d'un fil pour tout recommencer. Pourtant, je ne sais pas coudre, mais je sais écrire. Et si l'araignée tisse pour survivre, moi j'écris pour ne plus la lire. Alors, j'attrape un stylo, un papier, de mes émotions je fais une encre et de mes sentiments un plaidoyer. J'écris, je tisse et j'écris, j'arrache ma haine avec un peu de poésie. Et si un jour l'envie me prend de réparer mes liens, je connais maintenant la puissance que possède un seul coup de main. En quoi n'est-ce pas se faire atrocement souffrir que de ne pas exprimer tout de suite sa haine et la laisser nous quitter de notre corps par la façon la plus brutale? Par la façon la plus brutale. Et la plus rapide aussi. Justement, il faut exprimer sa haine. Si on la laisse nous envahir, si on la laisse nous prendre, c'est une haine qui va ensuite, comme une maladie, nous pourrir de l'intérieur. Si on la laisse faire son travail qui est au final de nous nuire, au final, qu'est-ce qui restera de nous? Donc oui, il faut l'exprimer avant de la laisser partir d'elle-même parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle part. Il faut que je te prévienne. Je suis en train de tomber follement amoureuse de toi. Ça veut dire que je vais t'aimer de tout mon être, que chaque recoin de mon cœur te criera un je t'aime comme un refrain indélébile. Parce que je suis comme ça, moi. Je peux être joyeuse, malheureuse, mais surtout amoureuse. Alors j'essaye de doser, de réguler et de maîtriser cette sensation. Mais je n'y arrive pas, car soit je fais les choses à fond, soit je ne les fais pas du tout. Comme si je n'étais construit qu'à partir de paradoxes. Alors, c'est ça le grand amour? Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais est-ce réel ou juste une étoile qu'on poursuit sans jamais pouvoir l'attraper? Qu'est-ce qui définit le grand amour? Est-ce la fulgurance d'un coup de foudre? Ce frisson électrique qui nous traverse lorsque nos regards se croisent pour la première fois? Est-ce cette sensation de connaître l'autre depuis toujours, comme si nos âmes s'étaient cherchées depuis des siècles? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, de plus nuancé? Quelque chose qui résiste aux vents violents et aux marées du temps. Le grand amour, ce n'est pas seulement une histoire de cœur qui s'emballe, mais c'est une alchimie rare, un mélange fragile d'émotions contradictoires. Cette connexion qui va au-delà des mots, cette présence qui tout à la fois apaise et bouleverse l'âme. C'est comme l'amour d'Ulysse et de Pénélope, séparés par des années et des océans, mais liés par une fidélité si forte, un sentiment tellement puissant que le temps n'a jamais pu l'éroder. Le grand amour, c'est cette intensité douce, mais brûlante à la fois, qui donne à chaque instant partagé un éclat particulier. C'est l'amour qui fait rêver, qui fait croire que nous sommes capables de dépasser nos limites. En ce sens, le grand amour nous donne l'illusion de tout attendre. Cependant, il n'est pas le garant d'une éternité de bonheur partagé, parce qu'il n'est pas parfait, mais qu'il est sincère. Alors oui,
Le grand amour existe. Ces moments où tout semble possible, ces regards qui illuminent une journée. Mais il faut être honnête, le grand amour n'est pas toujours facile. Il demande du courage, de la patience et une bonne dose d'espoir. Il se construit au fil du temps avec des compromis et des épreuves, mais aussi avec des éclats de rire, des promesses murmurées et des instants magiques où tout semble parfait. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve vain. Le grand amour, c'est ce qui vient dépasser la routine. On entend souvent dire que certaines histoires s'arrêtent et que certains amours échouent. Mais cela ne les rend pas moins grands, car chaque amour s'insère à son propre éclat. Alors oui, le grand amour peut être imparfait. Il peut être exigeant, mais il existe bien. Et il est d'autant plus beau qu'il est rare et précieux. Ainsi, le grand amour n'est pas synonyme d'une éternité garantie, mais des instants où le sentiment amoureux devient si vrai et si intense qu'il éclipse tout le reste. Où le regard de l'autre nous fait croire que tout est plus grand et plus lumineux. Ce n'est pas forcément une vie sans accroc, mais ce sont des instants suspendus à l'univers qui semblent alors s'arrêter. Alors oui, j'aime l'idée d'y croire, de vous dire que c'est possible et que c'est bien vrai. Que le grand amour ne se conjugue pas au singulier ou bien dure toujours, mais qu'il est là pour faire rêver. Peut-être pas sous nos yeux, parfois silencieux et même douloureux, mais c'est celui qui fait vivre quelque chose de vrai. Mesdames et messieurs, il faut croire au grand amour. Pas parce qu'il est facile ou garanti, mais parce que c'est une vérité. Alors cherchez-le, espérez-le et vivez-le. Et lorsque vous le trouverez, ne le lâchez jamais. Je vous remercie. Le grand amour n'est pas forcément éternel, mais en même temps de jamais le lâcher. Alors pourquoi ? Pourquoi lâcher quelque chose qui pourtant ne doit pas être éternel ? J'ai pas dit que le grand amour ne doit pas être éternel, j'ai dit qu'il se peut parfois, qu'il faiblisse et en fait qu'il n'y ait plus de grand amour suite à tout plein de situations, suite aux actions peut-être de la personne en face. Évidemment, quand on trouve le grand amour, on ne s'imagine pas, oh bah allez, dans 3 mois c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. On espère que ça puisse durer toute notre vie, et c'est ça en fait, c'est ça un petit peu la beauté du grand amour, c'est on est bien de garder précieusement parce qu'il est rare justement. Est-ce que quelqu'un en a une autre? Moi j'en ai une autre. Bah, vas-y, Yvan. En quoi le grand amour n'est pas la plus grande des souffrances? C'est pas forcément une souffrance le grand amour. Je veux dire, si on réussit à le trouver et qu'il est partagé, ça peut au contraire être la plus belle des choses qu'on puisse connaître. Il n'est pas forcément synonyme de souffrance. Il peut évidemment, mais c'est pas le. L'amour. Ah, l'amour. Ah, celui-là. Tout le monde en parle, tout le monde le veut, nombreux sont ceux qui le vivent, tous le souhaitent. C'est un cadeau, c'est une clé du bonheur, c'est une clé au bonheur. C'est très souvent une nécessité pour avancer et pour être heureux. C'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. L'amour, donc, qui est ce sentiment vif, qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, et en réalité un devoir, une obligation morale qui est imposée ici par la morale et par des principes qui en découlent. Avant même de porter votre regard vers le monde, quelque chose qui est obligatoire chez les gens, c'est l'amour propre, c'est s'aimer soi-même. Et parfois, c'est beaucoup plus dur, et parfois c'est le plus dur pour ceux qui aiment, tout le monde. Donc l'amour propre est un sentiment vif qui qu'un être a de sa dignité, de sa valeur personnelle. C'est une obligation morale car si jamais il ne s'agit pas d'une obligation, alors à ce moment-là, on s'autorise réellement à dénigrer cette dignité. Donc les actes qui en découlent peuvent être vraiment vils et on peut aller vers des voies qui nous détériorent. On dit à ce moment-là bonjour à, par exemple, l'alcoolisme ou à des addictions qui nous détruisent. Et de manière générale, ça nous pousse vers une vie qui ne nous fait pas avancer. On n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre. Donc la valeur personnelle est réellement dénigrée puisque cela nous pousse à dénigrer nos capacités et notre potentiel. Ça nous freine réellement et cela tue nos ambitions. Ça nous empêche d'avoir un réel but concret dans nos vies. Et je dirais même, pour être plus précis, que manquer d'amour pour notre valeur personnelle, c'est
c'est s'interdire d'avoir un haut regard pour nous-mêmes, ce qui est obligatoire pour accomplir les grandes choses. En clair, la conséquence est réellement terrible ici, puisqu'il s'agit d'un écart qui est créé, qui est terrible entre qui on est devenu et qui on aurait pu être. C'est une source de regret donc terrible et qui peut amener un sentiment de gâchis, de l'oubli de soi. Donc l'homme doit être doté, ou se doter au fur et à mesure des années d'amour propre en grandissant, afin de pouvoir vivre une vie épanouie et grandie. Maintenant, lorsqu'on porte le regard vers le monde, il nous faut également aimer les autres, puisque cela nous mène au bonheur. En effet, si cet amour-là n'est pas un devoir, alors à ce moment-là, réellement, encore une fois, c'est vraiment une conséquence qui est terrible, puisque cette fois-ci, on s'autorise des actes, on s'autorise tout n'importe quoi envers le monde. On s'autorise vraiment à aller à l'opposé réellement de l'amour, et cela vraiment amène au pire scénario dont l'homme est capable, et donc on va ainsi s'opposer aux principes moraux de notre société. Et donc l'amour envers les autres n'est pas seulement l'amour envers les personnes qui sont encore là, c'est également l'amour envers les personnes qui ne sont plus ici, qui ne sont plus que dans nos souvenirs. Et donc en réalité le deuil, qui est une partie de l'amour dont beaucoup de gens ne parlent pas, mais il devrait, car c'est réellement la partie la plus puissante de l'amour. En effet, si vous n'aimez pas vos proches qui sont partis, alors à ce moment-là, vous autorisez leur mémoire à ne pas subsister. Et donc le deuil, qui est donc la douleur, l'affliction qu'on éprouve de la mort de quelqu'un, c'est un phénomène qui est légitime. Et lorsqu'une personne meurt, donc ses proches qui l'aimaient avant sa mort, doivent continuer à l'aimer, voire l'aimer de plus belle. Souvent c'est imposé, mais la continuité de ce deuil est obligatoire pour respecter le principe moral de garder la mémoire du défunt. Il s'agit en réalité de l'amour qui n'a pas eu le temps d'être exprimé, l'amour pour les sentiments qu'on a vécu avec la personne, et l'amour envers ce qui n'a pas pu être vécu avec la personne. Donc sans l'amour pour ceux qui sont partis, c'est donc ce souvenir-là, de ces personnes qui meurent également, et donc ces personnes-là meurent pour de bon. En réalité, ne pas aimer et donc délaisser ce souvenir, c'est délaisser le respect pour ce défunt. Il est plus facile de respecter et donc d'aimer les morts que les vivants, et c'est pour cela qu'on dit souvent que les hommes ne reçoivent des fleurs qu'à l'envers. Et bien sûr, donc ce respect, ce respect va vers les défunts, mais également vers notre entourage, et donc l'amour se veut obligatoire car il permet de pardonner. En effet, le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Donc c'est la rémission d'une offense. Donc à tout âge, il est susceptible d'être blessé par la part d'autrui, par l'acte d'autrui. Lorsque vous êtes enfant, parfois vous vous blessez, vous même pleurez parce que vous pousse par exemple. Et quand vous grandissez, vous vous rendez compte que vous pouvez choisir de plus en plus ce qui vous blesse. Pas réellement ce qui vous blesse, mais le spectre de ce qui vous blesse. En effet, nous sommes blessés donc par la parole, par les personnes qui nous aiment. Et donc, pour venir à cette notion d'amour, donc, la plupart des personnes qui sont de l'amour pour nous, donc, pour vraiment venir au pardon, lorsqu'une personne que vous aimez commet un acte qui est terrible envers vous et pour lequel le pardon est difficile à trouver, deux options s'offrent à vous. Donc, soit on pardonne la personne, mais à ce moment-là, donc plusieurs choix s'offrent à nous. Donc,
soit de ne pas pardonner et avoir donc le poids de la colère qui nous handicape. Et lorsqu'on pardonne, en le faisant pour nous, on laisse l'amour nous obliger à le faire, dans le sens où effectivement, vous n'allez pas pardonner quelqu'un pour qui vous ne ressentez rien. L'amour est un élément qui est nécessaire pour pardonner, c'est un catalyseur, et c'est un élément déclencheur du pardon. Et donc cela répond au principe moral de paix avec les gens. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de chérir l'amour, de aimer sa richesse, le bonheur qui en découle, le souvenir qui en découle, sa sagesse avec le pardon, donc les rires avec la joie, et de se souvenir que l'on doit aimer pour avancer, que l'on se doit d'aimer pour avancer, que l'on doit aimer pour grandir. On en a besoin pour être dans une telle époque. Si j'éprouve un amour toxique, en quoi je dois le perpétuer comme un devoir? Alors, donc l'amour toxique, comme vous le dites, c'est un amour qu'on peut définir comme un amour qui en réalité, l'action qui en est la conséquence, nuit à la personne. C'est comme ça qu'on peut définir. Alors, en réalité, je pense que dans cette question serait de vous affirmer que la toxicité, comme on dit, de cet amour n'est pas une fatalité, dans le sens où c'est pas une définition qui ne veut pas bouger et qui n'est pas c'est pas une nature d'amour qui est immobile, dans le sens où réellement aimer quelqu'un, c'est le vouloir du bien. Et lorsque dans une relation qui est saine et qui correspond donc à des obligations morales, la communication fait qu'on se rend compte effectivement du mal qu'on fait à la personne. Et à ce moment-là, réellement aimer la personne, donc vouloir du bien, c'est se remettre en question par rapport à son comportement et faire toutes les actions nécessaires pour ne plus lui faire du mal. N'est-ce pas le trait d'une existence véritable? Et en cette qualité, je vous le demande, qui sommes-nous pour remettre en cause l'inévitable? Si la banalité s'entend par ceux qui rentrent dans l'ordre du commun, il semblerait que nous soyons tous assujettis. Elle est universelle et impartiale. Ne sommes-nous pas tous voués à passer par la naissance ainsi que la mort, par la joie ainsi que la tristesse, par la santé ainsi que la maladie, ou encore observer la beauté de tout ce qui nous entoure, ainsi que la nature impitoyable des éléments. Nous voici aujourd'hui enrôlés malgré nous, dans une course effrénée contre nature, dans laquelle nous essayons de nous opposer à ce que nous sommes. Et devenons, malgré nous, des êtres assoiffés de contrôle, dont l'existence même est hors de leur portée. Et quelle ironie! Ainsi, tel un bateau sans mât et sans gouvernail, nous luttons contre la mer de notre existence plutôt que d'accepter les courants qui guident notre voyage. Dans un monde où le paraître semble plus important que l'être, où tout le monde veut devenir le héros, ou bien encore être différent, qui aura l'audace de nager à contre-courant et d'affirmer haut et fort la vérité et la beauté qui résident dans la banalité? J'entends déjà les détracteurs de ma pensée au loin crier que nous sommes différents de tous les êtres vivants qui foulent ce globe. Et je dirais qu'en effet, il y a une chose qui nous amène à être différents des animaux. Et ce sont les infinités de possibilités que nous avons de vivre notre banalité. En effet, nous pouvons l'embellir et y ajouter des éléments de personnalisation. Cependant, la banalité, malgré toutes les nuances de sophistication avec lesquelles nous l'habillons, reste inchangée. Si nous faisons partie de l'écosystème de la vie, ne devons-nous pas nous demander ce qui est important et primordial? Comment pouvons-nous ne faire qu'un avec un environnement qui a accepté sa nature? Il y a 2000 ans, une figure importante de l'humanité, à savoir Jésus-Christ, a dit ces paroles. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il n'est pas nécessaire d'être croyant pour retenir dans ces mots le plus important. Il y a des choses dont nous n'avons point le contrôle. Cependant, c'est là que réside la beauté de l'existence, dans cette banalité dont nous sommes sujets. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, nous relate l'échange entre un renard et le Petit Prince même. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Cessons de fuir la banalité, et plutôt marchons à ses côtés. Familiarisons-nous avec ses traits. Apprivoisons-la. Car en agissant ainsi, nous vivrons la plénitude de notre existence, et nous serons en harmonie avec nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent. Et telle est la raison de notre existence. Vous nous dites donc que la banalité c'est le résultat donc, de l'existence, mais en quoi ce ne serait pas plutôt que vous n'êtes pas capable de voir la beauté et la poésie qui se trouvent dans l'existence? Mais ma position, elle est celle que vous venez de mentionner, que nous sommes face à un inévitable, mais que nous luttons contre celui-ci, qui est la banalité en fait, et que le fait d'accepter la banalité nous permet de pouvoir voir la beauté de ce qui nous entoure. Et Elliot, t'en avais une Oui, j'ai une question, vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok, merci pour ton discours, Wilson. Tu dis qu'il faut accepter la banalité. Mais dans ce cas, comment peut-elle être un résultat inévitable s'il faut l'accepter? Puisqu'il faut passer par l'acceptation, alors ce n'est pas inévitable, n'est-ce pas? Et si, c'est possible, l'un et l'autre sont possibles. Je donne un exemple pour répondre à ta question. Le fait d'être dans un véhicule en mouvement, dans un train par exemple, et de voir le précipice devant. On a beau s'agiter, on a beau crier par la fenêtre, on a beau essayer de fuir, l'inévitable reste inchangé. Et c'est de la même manière que ce précipice, la banalité est au bout du chemin. Et notre vie, c'est comme si nous étions dans ce train, essayant de lutter, de changer notre apparence et de prétendre en fait que la banalité n'est pas au bout de ce chemin-là. Et le fait d'accepter que nous sommes en train d'aller vers cette banalité-là, que nous vivons en fait dans cette banalité, est une manière en fait de traverser ce voyage dans ce train avec un peu plus de sérénité. Je me balade dans un parc tranquillement et j'entends ce bruit de fond, ce bruit en arrière-plan. Coin, 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 coin. Bon, au début, je m'en préoccupe pas trop. Je me dis, bon, ça passera avec ma balade, alors je marche. Mais coin, coin, coin. Et à la fin, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que j'en ai marre? Et en fait, je me concentre et je l'écoute et je me rends compte. Mais c'est pas des coins, c'est des mots doux. C'est des oh, je t'aime, mon petit sucre d'orge. Je peux t'aider, tu veux de l'eau? Tu veux que je te porte pour traverser comme ça? Tu ne saliras pas tes chaussures dans la flaque d'eau? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je suis partout. Mon canard. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, un canard, c'est une personne qui va s'oublier pour satisfaire son partenaire jusqu'à en perdre sa propre personnalité, ses relations autres que ça ou son partenaire. Voilà ce que c'est un canard. Alors, au point où on en est, pourquoi ne pas remplacer ce canard par un canard en plastique? Eh bien, imaginez que ce canard était à la base votre ami. C'est-à-dire que vous aviez un ami, on était tous heureux, on avait notre petit groupe, etc. Et vous ne le saviez pas, parce qu'au début, quand le canard est célibataire, il n'est pas un canard, c'est un canard caché. Puis, une fois son ou sa partenaire trouvée,
Alors, il ne vient plus aux sorties, il ne répond plus aux appels. Au final, est-ce qu'un canard en plastique ne serait pas plus présent que cet ami? Si vous avez besoin de parler et d'être écouté, si votre ami ne répond plus au téléphone parce qu'il est trop occupé avec sa dulcinée, eh bien vous pourrez toujours raconter toute votre vie à votre canard en plastique. Bon, il ne répondra pas, mais vous serez écouté. Si vous avez besoin d'une présence physique, le canard en plastique est là, il sera toujours là, là où vous l'emmenez, il sera avec vous. Il sera présent aux sorties, il sera présent... Honnêtement, vous pouvez l'emmener partout. Il tient même dans votre sac, ce qui n'est pas le cas de votre ami que vous ne voyez plus, parce qu'il ne répond plus. Puis, vous avez le cas où vous sortez avec cette personne. Alors bon, pareil, normalement au début, tout début, vous ne le savez pas trop. Mais une fois que vous vous en rendez compte, cette personne vous dit tout le temps oui. Oui, pour vous satisfaire, oui à toutes vos envies, oui, est-ce que tu veux manger des pâtes aux champignons? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir, mais il est allergique aux champignons. Alors on fait comment? Eh bien, votre partenaire est censé être là pour vous aider à évoluer, vous aider à... Enfin, il vous accompagne, mais le but dans cette relation, c'est aussi de grandir et d'évoluer à travers vos expériences. Et cela passe aussi par dire non et la confrontation. Parce que si vous restez toujours avec quelqu'un qui se contente d'être d'accord avec vous, se contente de satisfaire tout ce que vous voulez faire, eh bien vous le faites. Tout ce que vous dites, la personne est d'accord avec vous, eh bien elle ne vous apportera rien, dans le sens où vous pourriez faire les choses seules, ce serait vraiment pareil. Vous pouvez parler à votre miroir et être là, tu penses que j'ai raison? Ah oui, j'ai carrément raison. C'est pareil. Vous n'avez pas besoin de cette personne, elle ne vous apporte pas, elle ne vous permet pas de grandir, puisque c'est en se confrontant à des idées qui ne sont pas les vôtres que vous pouvez remettre en question vos propres idées. Si la personne en face ne remet pas en question vos idées et se contente d'être d'accord avec vous, elle ne vous apporte rien. Alors bon, peut-être que remplacer votre partenaire par un canard en plastique est un peu excessif, mais en l'occurrence, si vous vous débarrassez de ce partenaire canard et que vous prenez un canard en plastique, vous pourrez ensuite vous ouvrir la porte à trouver un partenaire qui, lui, vous permettra de grandir. Et enfin, le point de vue extérieur à cette relation, c'est si vous ne connaissez aucun des canards et que vous vous baladez dans un parc tranquillement et vous tombez sur un couple de canards, et bien parfois, on est quand même franchement mal à l'aise. On les voit très très près, un peu trop près peut-être, et là, en l'occurrence, enlever ce petit couple et leur dire « Allez-y, partez loin, allez faire ce que vous voulez, mais pas ici », et les remplacer par de petits canards en plastique qui sont très mignons et qui ne font mal à personne, au final, on s'en sort et on est plus heureux. Alors bon, moi je continue ma balade, et au bout d'un moment j'en ai marre, mais qu'est-ce qui me saoule, ce coin-coin? Alors bon, je me retourne, et je me dis, je suis vraiment désolée, mais va falloir que je me jette un canard en plastique. Vous dites qu'avoir un canard à son service n'apporte rien. Mais en quoi avoir un canard ne vous permet pas un minimum de le michto? Oh putain. Eh bien, si vraiment le but de votre relation est d'être michto, vous pourrez carrément vous faire payer pour ça et vous trouver un sugar daddy si c'est vraiment votre intérêt. Mais je ne pense pas que le partenaire soit vraiment la personne qui doit vous apporter tout ça. Tu préfères elle est bien ta question toi? Ou la mienne elle est bien? Mais posez les deux au pire. Ouais, posez les deux. Ok, je commence par la mienne. Vas-y. À la fête foraine, faut-il faire la pêche au canard? C'est un sujet pour un autre vidéo. Eh bien, vous pouvez toujours faire la pêche au canard, mais après, ça dépend de vos intentions. Mais étant donné qu'on préfère les canards en plastique, un canard gratuit, ça crève. Parfait, vas-y. Et du coup, on pourra enchaîner sur ma question parce que, au final, le problème qu'on va retrouver dans le cas d'un canard et d'un canard en plastique, ça va être que les deux ne seront pas dans deux endroits simultanément. C'est-à-dire que si le canard en plastique est emmené par la personne aimée en balade, les amis ne pourront pas le voir non plus. Donc, est-ce que votre thèse, ce serait qu'il faut avoir plusieurs canards en plastique? Ma thèse est qu'il faut avoir un seul canard et on peut même lui donner le prénom du canard originel. Cependant, je ne dis pas que le canard sera à plusieurs endroits simultanément, le canard en plastique. Je dis juste que lui, il pourra revenir vers ses amis, ce que ne fait pas le canard.
Le canard se contente de rester bloqué dans sa relation et ne parle presque plus à ses amis et c'est difficile de maintenir une relation. Alors que là, vous pouvez aller voir la personne qui a le canard et faire « Hey, tu peux me prêter le canard ?» Il te prête le canard, c'est bon, tu as un canard. Si je vous dis que la peste a décimé un quart de la population européenne au Moyen-Âge, vous allez hausser les épaules. Ce n'est qu'une statistique parmi tant d'autres. Mais si je vous raconte l'histoire de Marguerite, une jeune villageoise qui voit son village sombrer dans l'horreur de l'épidémie, tout à coup vous frémissez, vous ressentez et vous retenez. Étrangement, un récit fictif nous touche parfois plus profondément que la réalité brute. C'est la preuve que la fiction peut nous marquer bien plus durablement qu'un simple fait avéré. Les histoires sont à l'âme ce que les racines sont à l'arbre. Elles s'ancrent et la nourrissent. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'affirme que l'homme a besoin de la fiction. L'argument rationnel, le logos, prédomine aujourd'hui dans nos sociétés actuelles comme moyen de transmission des savoirs, et à juste titre. Mais il réside tout de même une force particulière dans le récit. La capacité d'imagination et la puissance évocatrice qu'elle détient. Cependant, il existe un autre domaine, celui de l'irrationnel, car même s'il ne repose pas sur le fait, ces récits symboliques n'en demeurent pas moins de puissants vecteurs d'enseignement. Le mythe est faux. Il est faux et pourtant il enseigne. Les Grecs ne se posaient pas la question, les histoires sont-elles vraiment utiles? Non. Elles étaient pour eux le moyen d'enseigner et transmettre des valeurs morales et les lois du monde. Avec Antigone, on apprenait la dignité que l'on doit aux morts. En refusant de laisser le corps de son frère sans sépulture, Antigone nous enseigne que certaines lois morales surpassent les lois humaines. Elle met en lumière l'idée que l'on doit honorer la mémoire des défunts au nom d'un principe supérieur, celui du respect inconditionnel de la personne, même au-delà de la vie. La fiction enseigne donc, mais surtout, elle permet également de prendre du recul sur notre monde en nous le montrant sous un autre angle. Et oui, une œuvre, même entièrement inventée, peut se révéler un miroir déformant de nos désirs et de nos craintes les plus réelles. Jules Verne n'a-t-il pas dit « Tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres peuvent le concrétiser ». Dans Death Note, Tsugumi Ohba pousse à l'extrême la question de la justice, en donnant à Light Yagami le pouvoir de tuer par simple inscription d'un nom. Il fait vaciller la frontière entre la justice et la vengeance. Le lecteur s'interroge alors, qui peut se proclamer juge ultime? Et à partir de quel moment la bonne action devient-elle un abus de pouvoir? La fiction nous rappelle donc que nos émotions et notre curiosité nous poussent à envisager des mondes différents et parfois à les bâtir. Bien au-delà du simple divertissement, la fiction nous pousse à remettre en question nos certitudes, à explorer de nouvelles pistes et à imaginer d'autres réalités. En somme, la fiction n'est pas notre monde, et pourtant, elle en dit tant à son sujet, par son aspect pédagogique et surtout en étant un reflet façonné selon notre perception du monde. Alors oui, cher public, la fiction est indispensable. Elle nourrit notre réflexion, réveille nos aspirations et nous ouvre de nouvelles perspectives sur le monde. Moi j'ai une question. Tu nous expliques que l'homme a besoin de fiction pour avoir un cadre moral et pour se développer et innover. Mais quelles étaient les fictions, à ton sens, qui nous ont permis de sortir de la préhistoire? On est sorti de la préhistoire à l'invention de l'écriture. Donc je dirais que c'est justement les histoires qui nous ont poussé à inventer l'écriture, puisque avant la transmission était orale. Il y avait à la fois les histoires qui étaient véridiques, avérées, mais il y avait aussi les contes, les fables
Et on les trouve encore partout dans les tribus assez reculées. Donc on voit d'ailleurs dans ces tribus que les deux ont autant d'importance. Et ces histoires nous ont poussé à les mettre par écrit pour les passer de génération à génération. Alors, comment peut-on aimer la montagne? Alors, aimer la montagne, globalement, ça veut dire quoi? Pour moi, la montagne est un des lieux les plus isolés sur Terre, un lieu en dehors de la civilisation. Quand je parle de montagne, au final, on pourrait parler de tous les environnements en quasi complète autonomie de notre société actuelle et civilisation. Dans ce lieu, notre montagne est pour moi un lieu où nous nous débarrassons de nos tâches sociétales pour faire partie d'un grand tout. Nous ne sommes plus qu'avec nous-mêmes à contempler le monde qui nous entoure en se questionnant sur notre place en ce dernier. Quand j'étais petit, je n'aimais pas ces moments. Moi, je voulais faire autre chose, jouer avec des amis, jouer à des jeux vidéo, je cherchais à fuir les moments où je n'étais qu'avec moi-même. Mais au final, même si notre société nous pousse à nous détacher de ces moments, on est toujours seul. Il n'y aura jamais que vous dans votre tête. Même si vous pouvez partager des moments avec d'autres personnes, et en tant qu'humain, nous en avons besoin, l'homme est un animal social, comme dire Platon ou Aristote, je ne sais plus. Au final, s'accepter et se sentir bien est pour moi la clé du bonheur. Un truc très marquant pour moi, c'est une parole d'un prof de soft skills. Sur les sentiments en première année. On devait présenter le bonheur sur une feuille en groupe, donc on devait le dessiner. Et au final, 2 feuilles ont été présentées. Une, on voyait des dessins de fêtes, d'alcool, de fêtes foraines, et de que sais-je encore, présentés par une partie de la classe. Et mon groupe, on avait présenté une fille qui sautillait avec sa musique dans les bois. Le prof a dit, voilà 2 versions du bonheur. Ni l'une ni l'autre n'est bonne ou mauvaise. Ce sont les vôtres. Moi, effectivement, à l'époque, je cherchais le bonheur comme toute personne située, rencontrer des gens, voilà, me dire, oui, en ayant une copine, je serais heureux, en ayant une maison, en ayant un labrador, je serais heureux, voilà. C'est des images qu'on nous donne sur le bonheur. Et naturellement, on veut se caler là-dessus, mais il faut chercher à qu'est-ce qui vous plaît vraiment, quel est votre bonheur. Mais pour moi, il n'y a rien que ça, j'y repense souvent. En fait, le bonheur est très personnel. Voilà. Ce sont des moments de plénitude pour moi, à des moments T, où tout est parfait. Tu te sens bien physiquement, il n'y a vraiment rien dans ta tête. Tu es là à regarder le monde qui t'entoure, à voir les feuilles qui tournent, ou avec de la musique, etc. Et c'est juste des moments de plénitude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme dit Hajime Isayama, auteur d'Attaque des Titans, donc, dans une scène, Zeke parle à Armin en lui demandant « Mais la vie est-elle inutile ?» Et donc pour lui, c'est juste, il se rappelle, il trouve une feuille dans le sable, et il se rappelle juste d'une scène où il courait derrière Mikasa avec les feuilles et le vent, et juste pour lui, c'était un moment tellement magnifique. Ouais. Il donne ensuite cette feuille, et dans la main de Zeke, elle se transforme en balle de tennis. Balle de golf, pardon. Et pour lui, ça représentait aussi un moment comme ça. Et finalement, pour eux, la vie est utile pour ces moments-là, et la vie, elle a peine d'être vécue. J'ai appris cet été qu'une société entière pensait comme moi. Messieurs, dames, bienvenue en Norvège. Là-bas, même si le conformisme est limite plus frappant qu'en France, ils ont un droit dans la Constitution que chaque individu a le droit à la nature près de chez lui. Ça s'appelle le friluftsliv. Voilà. Et en fait, c'est littéralement chaque personne a le droit donc d'avoir à 5 minutes de chez lui une forêt, une montagne, etc. Ça n'a aucun sens en France. Enfin, Oslo, la capitale, je crois que c'est 600 000 habitants. Bah vraiment, t'es à 15 minutes de la forêt, quoi. Où que tu sois. C'est un truc de malade. Enfin, bref. Voilà. Et aussi, ils ont une tradition très marrante. C'est à Pâques, chaque année, ils partent une semaine dans leur hite familiale le plus loin possible de tout. Alors, c'est quoi une hite? C'est en gros, c'est une cabane où il n'y a vraiment rien. Il y a un poêle, il y a un lit, et il y a rien d'autre, il y a des trucs de pêche, de chasse. Et ils passent littéralement une semaine là-bas avec rien d'autre. Voilà. Bref, tout ça pour dire, conclusion. Qu'aimer la montagne, au final, c'est juste savoir profiter du moment présent. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Pourquoi aller dans la pampa norvégienne quand on est déjà tout le temps tout seul et donc qu'on pourrait profiter du temps présent? Alors c'est un truc que j'ai pensé écrire et finalement après voilà, j'ai pas fait merci. C'est qu'en fait, pour moi
c'est un peu la porte en fait d'entrée à ça. C'est qu'en fait finalement, quand tu es tout seul, tu vois, imaginons, t'es là, ok, t'es quand même tout seul, mais en fait, t'es quand même, je sais pas, là vous êtes là par exemple. Vous vous détournez par exemple de ma pensée, même quand je suis dans le métro. Bah, je vais mettre de la musique par exemple. Soit, et du coup, il y aura quand même toujours une perturbation extérieure. Je sais ce que je veux dire. Et du coup, la montagne ou, je sais pas, la forêt paumée d'Amazonie, j'en sais rien, n'importe quoi au final. Et ben en fait, pour moi, c'est un lieu qui te pousse en fait à vraiment, bah, genre, littéralement, il y a rien d'autre. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, t'as tellement aucun plaisir, aucun truc qui peut détourner de toi-même que bah, ça te pousse à ça. En quoi les buildings de la Défense n'évoquent pas les mêmes sentiments que ceux que tu as partagés Je pense que c'est juste une question de point de vue en fait. Parce qu'au final, les gens à la Défense, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont travailler, ils vont occuper leur tête en fait, avec plein de choses. Soit rencontrer des gens, soit acheter des fringues, soit j'en sais rien, ils vont faire des choses de leur tête, tu vois. Alors que c'est vrai qu'effectivement, si les mecs juste marchaient dans la Défense comme ça, ils ne faisaient rien, ça, ils contemplaient les buildings, et ben en fait, pourquoi pas en fait finalement. En fait, c'est pour ça en fait la montagne c'est pas réellement un lieu. Enfin, c'est un lieu, mais pour moi c'est plus un lieu intérieur. Quoi. l'état d'esprit. Voilà. Et puis moi, après. C'est probablement ce que s'est dit Damien en entendant sonner la sirène d'alarme retentir dans le bâtiment. Il se met immédiatement à la tâche. Alors les rangs se font, les gens se tiennent la main deux par deux, sauf que le feu tape déjà à la porte, avant même qu'ils aient pu quitter la classe. Si Damien avait eu un peu plus de jugeote, il se serait rendu compte que, face au danger, faire le petit commandant de bord n'est pas la priorité. Je vous le dis franchement, à la place de Damien, moi, je cours. Parce que quand il y a un danger, allez-vous rester statique? Quand on a la mort aux trousses, votre corps est tétanisé. Il ne vous demande qu'une chose, de courir, alors courez. Faites confiance au feu qui brûle en vous. Prenez les jambes à votre cou, dévalez les escaliers, enfoncez la porte. Vous êtes dehors, sains et saufs, sortis d'affaires, parce que avant d'avoir eu peur pour les autres, vous avez eu peur pour vous-même. Ne laissez pas la passivité d'un entraînement avoir raison de vous. Vous devez répondre à cet instinct où vous pourriez en payer le prix fort. Ne succombez pas à votre altruisme, vous ne devez rien à ces gens si ce n'est votre survie. Survivez pour eux, car votre action a une bien plus grande conséquence que de sauver quelques vies. Votre exploit est un exemple pour les autres. Au lieu de vous plier à des règles que personne ne comprend, vous sortez du rang. Par ce geste, vous n'êtes pas l'égoïste qui ne pense qu'à sa survie propre. Vous osez être celui qui brise les règles pour la sécurité de tous. Vous devenez le Toussaint Louverture, se rebellant contre l'ordre établi. Vous brisez les chaînes de ces brebis apeurées qui ne se laissent plus dévorer par le loup. Alors qu'ils s'apprêtaient à rester statiques, à mourir statiques, vous entraînez les autres dans votre cause, dans votre course contre la mort. Vous brandissez le drapeau de ralliement et sonnez les cloches de la révolution. Vous prenez ce risque, vous incarnez le Forrest Gump de Courbevoie, car si je dois mourir, je dois me battre. Et c'est en infusant cette passion en tous que vous sauverez chacun. En montrant la voie, vous montrez l'exemple. Alors, courez. Vas-y. Tu devrais le laisser. Que doit faire Martha tétraplégique qui dépend de tout sa classe? Martha est cadre. Martha ne doit pas courir. Le terme pour le fait de rouler très vite avec son fauteuil roulant, mais c'est la solution qu'il devrait préconiser pour ne pas décéder. En quoi 100 morts qui meurent piétinés à l'issue d'une fausse alarme incendie n'est pas l'apothéose de l'échec de votre théorie? Ça va aller, moi.
Dans une révolution. La révolution de Toussaint l'ouverture ne s'est pas fait sans mort. L'exemple, ces gens-là seront morts pour la révolution et ils seront célébrés sur un monument aux morts. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité de pouvoir modifier son environnement. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour la compréhension de cette question. Tout d'abord, prenons l'exemple d'une personne lambda, un citoyen, comme vous et moi. Et du jour au lendemain, elle devient par exemple un dictateur, plein pouvoir sur un pays, typiquement. On va dire que jour après jour, tout comme l'a pu montrer George Orwell dans La Ferme des animaux, avec le cochon qui prenait jour après jour de plus en plus de pouvoir, là, je transpose la même idée sur la corruption. Une personne, le premier jour, pourrait tout simplement se faire plaisir, comme n'importe quelle personne d'entre nous. Supposons, achetons sa nouvelle montre, nouvelle voiture. Le lendemain, sur sa voiture, il y a un défaut, une panne. Comme n'importe quelle personne, elle irait au contrôle technique ou chez le garagiste pour vérifier ce qui ne va pas. Le garagiste, par exemple, pourrait être occupé et refusé. De par son pouvoir, il pourrait mettre une sorte de pression sur ce garagiste pour effectuer justement cette réparation plutôt prévue. Le lendemain, pas de bol, une autre panne. Mais cette fois, le garagiste ne résiste pas à cette pression qui est impliquée. Il pourrait aller encore plus loin parce qu'il sait qu'il y a encore du pouvoir. Il va en profiter pleinement, ou peut-être en disant bah, si tu ne m'aides pas, demain je vais faire en sorte que tu sois viré. Et comme ça, de petit en petit, il va arriver jusqu'au jour en disant si demain tu ne répares pas ma voiture, je t'élimine. Ça peut paraître un peu radical après ma mort, mais pour moi, je maintiens l'idée que la corruption, le pouvoir corrompt à différents seuils. Il y a certains. En fait, le pouvoir, il faut voir comme une jauge. Jour après jour, de par votre par exemple, la capacité de pouvoir allumer ou éteindre un bouton, une lumière, c'est un certain pouvoir. Mais ce pouvoir est tellement faible qu'on va dire qu'il est négligeable. Et chacun aura une jauge où ce pouvoir va augmenter, par exemple, de par son salaire, ou ses différentes positions, se fera respecter, par exemple, on peut accorder du pouvoir à des personnes, et bien ça va monter jusqu'à un stade où cette personne sera corrompue. Ce stade est variable, plus ou moins, et sa corruption aussi sera plus ou moins forte en fonction des différentes personnalités. Mais pour moi, je suis pratiquement certain qu'arriver à un stade où ça sera le cas. Ah oui, de plus, le pouvoir peut influencer son entourage de manière aussi négative, donc toujours dans la corruption, qui est le côté négatif. Où en fait son entourage pourrait modifier son comportement, lui aussi, en gain d'un pouvoir, et en fait rendre une relation qui était au départ saine, malsaine. Supposons, toujours notre personne dictateur avec des problèmes des voitures, a une famille. Cette famille, on va dire, avant qu'elle possédait, elle avait une bonne entente, cordiale, comme n'importe qui pourrait avoir avec ses frères et sœurs. Supposons que sa sœur pourrait modifier son comportement de par son nouveau pouvoir en disant j'ai peur de le perdre, il va effectuer des actions qu'en temps normal il n'aurait pas faites. Non plus comme frère et sœur, mais juste dans l'optique de ne pas perdre son frère, en se disant si un jour j'ai un problème, il ne sera pas là pour subvenir à mes besoins. Et en fait, on rejoint dans un côté donc, nécessaire où ça va affecter tout le monde. Et le côté...
l'éducation. T'aurais pu la faire bouger. Son texte a été corrompu en fait. Tu m'auras pas cette fois. Déjà le carambar et maintenant les questions. Ça va pas. Désolé, je commence à fatiguer. C'est le pouvoir qui corrompt, c'est ça? Car une pression. Comment t'as deviné? Eh ben justement, c'était ma question. En quoi, comme vous l'avez évoqué, ce n'est pas l'influence qui corrompt nécessairement et non pas le pouvoir que je n'ai pas sur ce jeune homme? L'influence. Merci pour votre discours au passage, enfin pour ton discours. Ça fait 40 ans. Mais dans quelques années, je l'aurai. C'était pas là. Les questions. Débat parallèle là. C'est qu'on inventera un moyen pour arrêter. Mais donc pour revenir à ta question, si j'ai bien compris, plutôt que le pouvoir, pour toi, ça serait l'influence qui vient de la personne, c'est ça? L'influence, ouais, comme tu l'as évoqué. Ok, bah pour moi c'est lié en fait. Une personne qui a du pouvoir va forcément influencer les gens. Typiquement, une personne, disons un footballeur ou une star, a beaucoup de pouvoir. Pourquoi elle a ce pouvoir? Parce qu'elle influence les gens et que les gens les respectent. Et donc en fait c'est de par l'influence qui peut entraîner justement ce pouvoir, et une fois qu'elle a ce pouvoir, va la corrompre. Mais c'est pas forcément l'influence en lui-même, mais par contre c'est lié. Merci. Donc, ne diriez-vous pas que le pouvoir est que le pouvoir est la manifestation de la volonté des gens de reconnaître une personne, et si c'est le cas, ces personnes n'ont pas également ce pouvoir-là de le retirer de la personne? Donc si j'ai bien compris ta question, c'est que si les gens arrêtent par exemple d'accorder cette attention à cette personne, elle perdrait son pouvoir, c'est ça? C'est ça. En gros, que le pouvoir, c'est quelque chose que l'on obtient. Bah, en fait, oui, pour moi, en partie. Mais pas que. Ça peut être une sorte. Par exemple, si je reprends l'exemple d'un influenceur, par exemple, qui est mondialement célèbre, mais que du jour au lendemain, on va dire qu'il va faire un acte reprochable, justement, et qu'il perd tous ses followers, il est probable qu'il va perdre beaucoup en pouvoir et il n'aura plus beaucoup d'impact. Si par exemple, avant, quand il était célèbre, avec des millions d'abonnés, il était en mesure, par exemple, d'ailleurs c'est ce que cherchent les publicités dans les marketing, les entreprises qui font du marketing, quand on cherche la publicité, savent que cette personne aura le pouvoir d'influencer les gens, par exemple, pour acheter leurs produits. Mais si cette personne n'a aucune notoriété, bah, pour moi, elle n'aura plus ce pouvoir-là. Par contre, si par exemple on reprend l'exemple un peu plus tôt du dictateur, lui, par exemple, aura l'armée, ou en tout cas la police, un moyen de pouvoir mettre la pression un peu plus violemment, donc il n'aura pas besoin d'avoir justement cette attention parce que lui, son pouvoir ne dépend pas de l'attention.